Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois Geneviève Borne, mannequin, animatrice, globetrotter, autrice, voix radio. En fait, elle a vraiment touché à tous les médias. DJ même en plus. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de l'évolution des médias. Come on, check this out. Merci Geneviève de me recevoir dans ton petit cocon dans l'entrée de ta zone média de chez toi. Oui, merci, ça fait plaisir de t'accueillir Audrey. Ah, t'es trop fine. Écoute, au début de ta carrière, il y a vraiment un point marquant qui a été Musique Plus. Oui. Ça a été tout un phénomène, mais pour le Québec en entier, pour l'évolution des médias, l'histoire des médias au Québec. Mais là, tout ça, cette façon de faire de la télé, ça n'existe plus. Qu'est-ce que ça te fait de voir la disparition d'un mode de communication, d'un mode de média à la télé? En fait, Musique Plus, c'était un endroit tellement spécial parce qu'on faisait de la télé comme les autres n'en faisaient pas. Et donc, je pense que la télé conventionnelle est toujours restée la même. Musique Plus faisait des choses avec une grande liberté qu'on n'aurait pas pu faire à la télé conventionnelle. Donc, j'ai eu vraiment la chance de travailler dans un média audacieux. Ouais. Et j'ai essayé de garder ça tout au long de ma carrière, d'essayer de trouver ces lieux de liberté-là. Ouais. Et je te donne un exemple. À Musique Plus, par exemple, si j'étais dans la salle de montage avec un monteur, puis on faisait un montage avec mon entrevue de Radiohead que j'avais fait la veille, par exemple. Là, dans la salle de montage, tu prends l'entrevue qui est faite avec Radiohead dans les coulisses du centre... Autrefois, c'était le centre Molson avant d'être le centre Bell. OK. Fait que dans la salle de montage, tu prends l'entrevue. Après, tu prends des bouts de vidéoclip et des bouts du spectacle. Et tu fais un montage avec tout ça. Ouais. Puis à la fin, on regarde ça et on se dit « ça serait plus beau en noir et blanc. » On vire tout le reportage en noir et blanc, puis il s'en va en ondes 15 minutes après, sans avoir à demander la permission à personne. OK. Donc, pas d'approbation, tu avais cette liberté. Pas besoin. Pas besoin. On faisait ce qu'on voulait. Ah ouais. Et donc, c'est vrai que c'est plus ça. Mais ça n'a jamais été ça à la télé conventionnelle. Ça n'a jamais été ça. Mais ça te fait quoi d'avoir perdu cette liberté-là? Parce que... Non, cette liberté-là est sur le web. Ah, c'est ça. Elle est avec les nouveaux médias. Ouais. Mais pourquoi on l'a perdu à la télé? Parce que c'était beau de l'avoir à la télé? Oui, mais la télé conventionnelle a toujours été ainsi, avec des règles, avec une hiérarchie, avec une direction. Puis ils ont dû faire ça comme il faut parce que TVA, ça a été tellement fort, tellement puissant, puis tout ça, c'est plus difficile maintenant. Ouais. Mais je pense que c'est parce que maintenant, les gens veulent justement voir des choses plus rafraîchissantes et plus libres et plus éclatées. Ce que Musique Plus faisait il y a 40 ans. C'est ça. Oui, donc c'est comme si pour moi, les nouveaux médias, les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout ça, c'est une continuité de Musique Plus. C'est-à-dire, on crée et on fait ce qu'on a envie de faire. Pour moi, c'est vraiment une continuité. Et les médias plus conventionnels, maintenant, ont plus de misère à attirer les gens. C'est vrai. Parce que peut-être, justement, les jeunes et les gens sont habitués de voir toutes sortes de choses, d'avoir accès à tout ce qui se fait sur la planète, d'avoir accès à différentes formes, formats. Toi, tu peux créer une émission comme celle-là, comme tu veux, tu la fais comme tu veux. Exact. Donc, on est tous devenus des créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'il y en a qui en font un métier et qui font quelque chose de plus élaboré comme une émission, comme ça. Mais quand ta tante met des photos sur Facebook, elle vient de créer du contenu pour ses abonnés. Quand comment ça se fait que moi, je suis capable de créer un MP3? Avant, c'était seulement l'industrie qui pouvait créer un MP3. Puis rapidement, moi, je suis capable de créer un MP3. Je suis capable de créer des vidéos, de faire du montage à partir de mon téléphone. Fait que c'est l'éclatement, c'est la grande démocratisation. Puis ce que je trouve fascinant de notre époque, c'est que
j'aime le fait qu'il y a des gens comme des animateurs, des personnalités qui n'avaient jamais réussi à entrer dans les médias traditionnels. Ouais. Pour X raisons. Tu passes une audition, ils te retiennent pas, ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme toi. Bien, c'était un échec autrefois pour la personne qui voulait communiquer. Mais maintenant, c'est comme, je vais le faire moi-même. Ouais. Quelle liberté extraordinaire! Moi, j'en ai vu des gens qui essayaient d'entrer à Musique Plus à l'époque puis qui n'étaient pas choisis. Bien, ça finissait là. S'ils n'étaient pas acceptés à TVA ou à Radio-Canada, ils ne travaillaient pas dans les médias. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu peux te partir un podcast, une web-série, une chaîne YouTube. C'est une période assez fascinante et qui donne des chances à tout le monde. Mais là, tu me devances, mais on dirait que je vais aller directement là. Est-ce que tu considères que pour toi, c'est un avantage ou un désavantage d'avoir cette facilité-là à créer des médias? Alors, je dirais que c'est un grand avantage pour faire entendre sa voix. Je dis pas que tout ce qu'on retrouve sur Internet et sur les réseaux sociaux est intéressant. C'est à nous de se dépatouiller dans cet océan d'informations-là et de trouver ce qui nous intéresse. Ouais. Il y a des choses qui ne s'adressent pas à moi, que je regarde, je suis comme, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a tellement d'autres choses qui m'intéressent. Puis c'est sans jugement, c'est à l'infini. C'est toi, tu veux regarder des tutorials de maquillage? Ben vas-y, moi, je veux regarder un astronome qui explique des phénomènes dans l'espace. Puis c'est ça qui me passionne. Ou un créateur de contenu qui me fait deviner quelle chanson juste en entendant la batterie ou la basse. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, donc, il y en a pour tous, il y en a pour tout le monde, et surtout ceux qui veulent s'exprimer peuvent le faire. Moi, je trouve ça fascinant. Mais tu dis, il y en a pour tous, il y en a pour tout le monde. Il y a tellement de choses sur les réseaux. Comment on fait, comment tu fais toi-même pour avoir cette crédibilité-là, puis cette authenticité, puis te démarquer pour attirer un public? Bien, en fait, c'est en restant soi-même. Et les gens vont aimer ce que tu fais ou pas. Et c'est tout. Les gens vont s'abonner à toi s'ils aiment ce que tu racontes. Et sinon, si ton contenu ne les intéresse pas, ils vont trouver du contenu ailleurs. C'est la grande démocratie. Moi, je pense que ce qui se passe aussi, ce qui est difficile pour les médias traditionnels, c'est la baisse des revenus publicitaires. Ah ouais. Donc, la tarte est coupée en plusieurs maintenant. Ça a commencé à une autre époque où il y avait d'abord des chaînes généralistes, Télévision 4 saisons qui est devenue V, qui est devenu Nouveau, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec. Ça, c'est les grands généralistes. Et éventuellement, il y a eu plein de chaînes spécialisées. Canal D, Canal Savoir, Historia, Canal Vie, Casa, plein de chaînes spécialisées, Canal Z, où là, on propose des émissions plus nichées sur la nourriture, la décoration. Le voyage. Évasion. J'ai fait plein de séries sur Évasion. Oui. Donc là, si tu tripes sur les voyages, tu t'abonnes à Évasion puis tu regardes des séries sur les voyages. Alors ça a commencé à couper la tarte publicitaire en encore plus de parties, mais les câbleaux distributeurs, il y a une partie qui était récupérée à travers les coûts, les abonnements de câbleaux distribution. Donc, on s'en tirait quand même pas mal. Mais là, moi, la première, je viens de faire une campagne pour L'Oréal Paris et c'est pour Instagram. Ça passe sur Instagram. Je vois des pubs de Volkswagen sur Instagram. Je vois des pubs que normalement j'aurais vues à la télé passer dans mon feed Facebook ou Instagram. Pourquoi? Parce que les annonceurs vont où les gens sont. Les gens ont la face dans leur téléphone. Fait que, poup, une pub de voiture. Tout à fait. Une pub de produits de beauté. C'est beau ça, ce produit pour les cheveux là. Ou la belle crème pour le visage. Mais c'est parce qu'on est constamment, justement, sur notre téléphone. Il faut que la publicité se réinvente puis suive la tendance. C'est ça la grande difficulté. C'est que les télés généralistes perdent des revenus publicitaires parce que maintenant, la compagnie de voitures va dire, bon, et là, j'invente des chiffres, mais mettons, ils ont une campagne d'1 million de dollars.
Avant, ils auraient mis toute la campagne à la télé. Ouais. Et maintenant, ça va être, bon, ben on met 500 000 $ à la télé et 500 000 $ sur TikTok, Instagram, Facebook, sur des pubs qui roulent sur les différentes chaînes YouTube. Mais tu sais, là, je vais ailleurs parce qu'on dirait que même, mettons, en tant qu'artiste, quand tu fais ce genre de publicité-là, que c'est toi, mettons, qui est engagé, le ratio aussi, ce que tu es payé à la télé versus au web n'est plus le même. N'est pas le même. N'est pas le même, oui, ça. Donc, c'est beaucoup plus bas sur le web. Oui, comme les séries web, par exemple. Comme les séries web aussi, tout ce que tu tournes, c'est les de base, là, les montants de base sont vraiment plus... La convention est beaucoup plus basse. Donc, ça fait aussi en sorte que c'est plus difficile en tant qu'artiste de sortir la tête de l'eau parce que, un, il y a beaucoup de compétition, puis deux, bien, les revenus sont moindres aussi. Les salaires que tu vas avoir en faisant une web-série vont être moins élevés, à moins que tu réussisses à aller chercher un gros commanditaire qui est prêt à mettre beaucoup d'argent. Mais ça, c'est relié aussi au nombre d'abonnés. Il y a tout ça, là. Tout ça. Mais par contre, c'est quand même une porte pour les gens, tu sais, mettons, moi qui commence, qui me permettent d'avoir quelque chose, ou tu sais, plus de chances d'obtenir soit un rôle ou une certaine animation, versus à la télé, qui pour moi est totalement inaccessible à ce jour. Tu sais, donc, c'est une porte d'entrée, mais à moindre coût. C'est ce que je trouve extraordinaire, encore une fois. C'est tous ceux qui n'ont jamais eu la chance d'être engagés dans les grandes chaînes de télé, créent leur truc et deviennent hyper populaires et après sont récupérés par la télé généraliste. Mais des fois, c'est même pas leur but parce qu'il y a une génération qui s'intéresse pas tant à la télé plus généraliste ou conventionnelle où on fait les choses un peu plus... de façon plus encadrée. Exact. Oui, c'est et vraiment si très toi, tu aimes faire les choses de façon éclatée, tu vas te sentir restreinte peut-être dans un contexte plus conventionnel. Tout à fait. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment, là, justement, en contexte? Oui. Supposons que tu débutes ta carrière aujourd'hui, versus toi, tu l'as commencé au début des années 90. Est-ce que c'était plus difficile à l'époque ou ce l'est plus maintenant? Dans un contexte où, en ce moment, à l'époque, il y avait moins de moyens, mais moins de compétition. Puis aujourd'hui, plus de compétition, mais plus de moyens. C'est très intéressant comme question parce que, en effet, autrefois, il y avait peu d'élus, peu de choisis. Donc, c'était difficile de se faire une place à la télé parce qu'il y avait juste un certain nombre d'émissions et un certain nombre d'animateurs qui pouvaient y travailler. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, justement, tu peux te créer ton émission comme celle-ci. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, tu te retrouves en compétition avec tellement de monde, mais c'est pas tant juste des gens que du contenu. Parce que là, tout le monde a son podcast. Mon Dieu, oui. Il y en a plein, des humoristes, des animateurs, des gens qu'on n'a jamais vus avant, qui créent du contenu, qui créent des émissions. Et des fois, on a des super belles surprises. Et je te ferai un parallèle avec la musique. Autrefois, dans les années 70, par exemple, ou les années 80, on connaissait pratiquement tous les groupes qui étaient sur le marché parce que les maisons de disques signaient très peu d'artistes. Disons qu'ils en signaient une dizaine chacune chaque année. Chaque maison de disques avait son écurie d'une douzaine d'artistes. Ce qui fait que ces chansons-là jouaient à la radio, on voyait ces artistes-là en spectacle, on les connaissait tous. T'sais, tout le monde connaissait Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, tout le monde. Et dans les années 80, tout le monde connaissait Duran Duran, Madonna, Boy George et Michael Jackson. Aujourd'hui, les artistes peuvent s'autoproduire. Comme c'est hyper facile de faire facile, il faut connaître la technologie, mais je veux dire, c'est possible de s'enregistrer un album en entier à la maison, le produire soi-même financièrement et le diffuser soi-même. Donc, on est tous des producteurs de contenu, des diffuseurs et des producteurs. Parce que souvent, on met notre propre argent dans les projets. Je confirme. C'est ça. C'est exactement tout ou le matériel. Ou pas d'argent, parce qu'il y a moyen de faire des choses sans argent aussi. Si je fais un live Instagram en faisant un résumé des activités qui s'en viennent, par exemple, ben, ça ne m'a rien coûté. Non. Ça ne coûte rien. Donc, tu peux produire du contenu gratuitement, mais sinon, tu mets ton propre argent ou l'argent de tes commanditaires. Donc, tu produis, tu diffuses, tu crées du contenu. Mais là, il y en a du monde.
Il y en a du monde. Alors, donc, c'est à la recherche des pépites d'or. C'est la même chose pour les musiciens qui font leur musique et qui la diffusent sur Internet. Donc, peut-être qu'il y a des artistes qui n'ont pas réussi à être signés sur une maison de disques. Ouais. Bien, ils se sont dit, bien, je vais le faire moi-même. Je vais diffuser ma musique moi-même. Et des fois, ça explose. Ouais. Et parfois, il y en a qui veulent juste pas entrer dans un carcan de maison de disques qui va peut-être vouloir garder leurs droits et tout ça. Mm-hmm. Puis le plus grand chambardement, le plus grand bouleversement dans l'industrie de la musique, c'est le streaming ou les MP3. D'abord les MP3 et maintenant les plateformes de streaming. Ce que ça fait, c'est que les gens n'achètent plus nécessairement de CD. Ouais. Physique, ouais. Jusqu'à... je sais pas, tu sais, on en a acheté jusqu'à la moitié des années 2000. À partir de là, ça a vraiment commencé à chuter beaucoup. Dans les années 90, j'étais encore à Musique Plus et là, il y a eu toute cette naissance des MP3 et de Napster et des sites où tu pouvais aller chercher des MP3. Mm-hmm. Metallica est allé en guerre contre Napster. Et je me souviens que même à l'époque, même des fans de Metallica puis des fans de musique disaient « Ils sont bien gratteux, qu'est-ce que ça fait si on télécharge un MP3? » Puis eux, ils se disaient « Mais est-ce que tu irais chez un sculpteur ou un peintre, prendre une de ses peintures et partir avec? » Ouais. Tu penserais jamais, tu n'oserais jamais faire ça, alors pourquoi tu oses prendre la musique gratuitement? Et donc là, il y a eu des années de culpabilité où les gens se sont dit, ben il faut que je paye, fait que je vais acheter sur iTunes la musique, je vais payer $1. T'sais. Mais tranquillement, c'est devenu tellement facile de l'avoir gratuitement. Et là, c'est comme la responsabilité repose sur tes épaules. Exemple, moi, j'ai toujours aimé Shazamer. Shazam, c'est l'application où tu entends une chanson dans un café, tu trouves ça bon, tu mets ton téléphone près du haut-parleur et là, tu vas entendre... Ouais, c'est qui. Tu vas savoir c'est quelle chanson exactement. Et là, avant, quand je faisais ça dans les années 2005-2010, là, ce qui affichait sur mon téléphone, c'est « Ah, c'est la chanson, telle chanson de Tame Impala. » Et là, tout de suite après, c'était écrit acheter sur iTunes. Fait que je faisais, ah ben oui, je la trouve bonne, la chanson. Puis là, je cliquais, puis là, je venais de payer 99 sous pour avoir la chanson. Donc, la chanson, le MP3 m'appartenait. Ouais. Maintenant, tu fais Shazam, et là, ça te dit, pour écouter sur Spotify, pour écouter sur Apple Play, pour écouter Apple Music, pour écouter sur YouTube, voir le vidéoclip sur YouTube, pour, tu sais, puis plein d'options, puis après ça, pour acheter. Mm-hmm. Donc, les options gratuites sont mises de l'avant avant même de... À la fin. Ouais, à la fin, on te propose de l'acheter. Ouais. Donc, là, c'est ta conscience. Tu dis, ben là, je devrais payer pour que l'argent aille à l'artiste. Mais c'est complètement flyé parce que les options de gratuité. Puis là, tu peux t'abonner à Spotify. Ouais. Y a un abonnement. Tu n'es même pas obligé de t'abonner puis tu peux avoir accès gratuit à Spotify. Tu peux avoir accès gratuit à la version qui a de la pub. Ou sinon, tu paies par mois 10-15 $ pour avoir une version sans pub si tu veux la paix. Oui. Puis, mais là, on le sait, ça a été vraiment dit et publicisé. Les artistes font des peanuts avec le streaming. C'est vrai. Mm. Mais les maisons de disques font encore de l'argent. Ouais. Ils ont des redevances. Fait que ça a toujours été un peu comme ça, genre l'artiste fait 1 pièce par disque vendu. Tu sais, à l'époque où les CD se vendaient 20 $, mettons, bien, il y a $1 qui allait à l'artiste, puis le reste à la maison de disques. C'est fou, hein, quand même. Et au distributeur. Et bon, bien sûr, il y avait plein de dépenses autour de ça, mais l'artiste, il faisait 1 pièce par disque. 2, s'il était chanceux. Bien, c'est un petit peu ça qui se passe encore. C'est que les maisons de disques ont des ententes avec les compagnies de streaming. Donc, grosso modo, Spotify va se garder 30 % pour l'opération de son application, pour son staff, pour tout ça. Puis la maison de disques va peut-être faire 68 %, puis il y a un petit pourcentage pour l'artiste.
C'est comme ça. Incite pas beaucoup les artistes, justement, à se lancer quand c'est ça la réalité. Exactement. Donc, aujourd'hui... Comment on fait pour en vivre, tu sais, c'est ça. Bien, exactement. Fait qu'il y a des artistes québécois qu'on aime et qu'on connaît très bien, qui ne vendent plus de disques parce que les gens n'achètent plus de disques, qui vont avoir plusieurs plays sur plusieurs écoutes sur Spotify, par exemple. Puis ils vont recevoir un chèque de 27 $. Puis c'est ça. Et donc, il faut qu'ils fassent de l'argent avec les spectacles et le merchandising. Les chandails, les vinyles. Et c'est pour ça que quand je vais voir des spectacles d'artistes que j'aime, là, je cherche tout de suite la table. De merch. De marchandises. Puis là, OK, je veux un T-shirt, je veux le vinyle, je veux... ça peut être plein de choses, ça peut être un sac. Et ça, bon, l'argent va directement à l'artiste. Fait que là, c'est résumé grossièrement. Ça dépend des ententes de chacun. Ça dépend, tu sais, parfois, les maisons de disques ont réellement investi de l'argent dans le projet de l'album, mais des fois, ils ont eu beaucoup de subventions, ce qui fait que si l'album ne marche pas, ils perdent pas tant parce que c'est pas leur argent directement. Il y a toutes sortes de choses. Donc, alors, l'industrie de la télé, l'industrie de la musique, tout ça, c'est chambardé. Et maintenant, on assiste au chambardement de l'industrie du cinéma avec l'intelligence artificielle. Ah, mon Dieu, ça, et de la photographie et de l'industrie de la mode. Parce que, tu sais, les applications d'intelligence artificielle évoluent tellement vite. Moi, je me souviens, les premières fois où je faisais des tests sur Midjourney il y a 2-3 ans, ça paraissait, tu sais. Mais maintenant, là, je suis abonnée à des sites de AI, de mode, là, des photos de mode, là. Tu vois chaque cheveu, chaque petit grain de beauté... chaque sourcil de la mannequin. Et c'est une fille qui n'existe pas. Mais elle a l'air tellement réelle. Parce qu'au début, c'était une joke, là. Les gens, il y avait 14 doigts. Puis la fille qui souriait, elle avait comme 35 dents en haut. Ça n'avait aucun bon sens, là. Mais là, il y avait un côté alien un peu. Là, pas du tout, là. Mais je le perçois encore parfois parce qu'il y a une espèce de style un peu trop saturé. Hors focus en arrière, là, ça fait très intelligence artificielle, mais il y a vraiment des choses qui sont extrêmement réalistes. Et là, donc, ça met en péril le travail de photographe, de graphiste. Ça met en péril, à tous les niveaux, les narrations, les doublages de films. Tu veux échantillonner la voix de l'acteur un peu, puis après ça, faire toute la voix. Tous les volets artistiques sont menacés, mais même que ça va plus loin, les entreprises, il y a plein de trucs qui sont accessibles. Tu sais, ça va toucher tout le monde. J'espère qu'un jour, ça va être assez alarmant parce que la technologie évolue. Puis, tu sais, plus tu lui en donnes à cette technologie-là, plus elle se perfectionne. Plus elle s'améliore. Fait que c'est très alarmant et apeurant là, pour toutes nous en tant qu'artistes et autres personnes de la société. Mais tu vois-tu l'évolution des médias avec ce AI-là, jusqu'où ça peut aller? C'est sûr que souvent, ce qu'on entend, c'est « oui, mais ce sera jamais pareil quand c'est fait par un humain ». Mais des fois, honnêtement, c'est assez impressionnant. Et ce qu'on dit, c'est pas l'intelligence artificielle qui va voler ta job, c'est quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle. Alors, c'est comme si on est tous obligés de maîtriser l'intelligence artificielle pour pas manquer le bateau. Pour être capable d'en faire une extension de notre travail et d'être à la hauteur de tous les changements. Et donc, tu vas prendre du retard si tu n'as pas appris ces technologies-là. Quand même. C'est fou, hein? Mais là, on parle de plein de choses, de plein d'évolutions. Puis toi, dans ta carrière aussi, tu as évolué, que ce soit comme VJ, que ce soit comme animatrice pour les voyages, pour la musique, pour la radio aussi. Tu as fait plein de médiums. Comment tu as vécu ça, toi, de passer d'un médium à l'autre? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Comme par exemple, pour la photographie, j'adore faire de la photo, surtout en voyage. Et de temps en temps, je fais des expos photos. Dans différents contextes, je suis invitée à exposer mes photos. J'ai aussi publié 3 livres
avec mes photos. Donc, ces livres-là, publiés avec mes photos, ça, c'est la façon, c'est une façon classique. C'est un médium classique, c'est le livre, c'est l'impression. Ouais. Pour mes expos photos, j'ai essayé d'explorer différentes avenues. Donc, j'ai fait une expo photo qui était avec un code QR. OK. Donc, tu arrivais, il y avait une chaise et tu scannais le code QR imprimé sur le siège. Tu t'assoyais et là, tu regardais à travers ton téléphone mes photos. OK. Et ça, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait une exposition en réalité virtuelle. Il y a, je sais pas, au moins 8, 9 ans, 10 ans peut-être, au Salon de la photo. OK, mais c'était quand même il y a 10 ans, donc c'est avant-gardiste, dans le sens que Mais c'était ça fait peut-être un bon moins, moment que ça existe, hein, la réalité virtuelle Oui. avec le casque. Mais Ouais, ça c'est fait très perfectionné maintenant, mais quand même, il y a 10 ans, je trouve que c'est quand même Ouais. plus audacieux. Ouais, mais peut-être. t'as aussi ça aussi Ben, en toi, là. j'aime ça. Tu sais, aussitôt que je vois une nouvelle technologie, j'essaie de l'explorer. Et puis là, donc, j'ai fait un parcours. Tu mettais le casque de réalité virtuelle. Et là, il y avait ma voix. Et c'était un parcours en avançant sur une route. Et au fur et à mesure que tu avançais, ben toi, tu bouges pas, mais il y a un mouvement qui avance dans le casque. Et au fur et à mesure, il y a une histoire qui est racontée avec des photos qui apparaissent. Fait que ça, j'ai fait ça pour le Salon de la photo. Et en même temps, les mêmes photos étaient imprimées. Donc, le même parcours, tu pouvais le voir en marchant avec des photos imprimées sur les murs, mais tu pouvais le faire avec le casque de réalité virtuelle parce qu'il y en avait juste un ou deux. OK, donc, ça aurait pu être long à attendre. mettons. Exactement, Je comprends. exactement. Mais c'est quand même audacieux, tout ça. Mais c'est le fun, c'est parce Oui. que c'est super le fun. Et aussi, j'ai été testeuse pour Google Glass. OK. Ça, c'est en 2013. OK. 2013. Fait que Google Glass, moi, j'ai adoré ça. Ça n'a pas été commercialisé, finalement. Mais c'était en fait une petite monture avec un cube glace. C'était pas des lunettes. OK, c'est pas comme les lunettes méta comme on voit aujourd'hui. Non, mais on appelait ça des lunettes parce que tu pouvais clipper des verres dessus ou des verres fumés, mais c'était vraiment un prisme et tu regardais à travers et donc ça faisait comme une immense projection comme ça devant toi. Alors tu pouvais dire par exemple, tu lui parlais. OK. Puis c'est Google Glass, donc un peu comme quand tu as un Google speaker à la maison, là, tu sais. Fait que tu disais, OK, Glass, show me pictures of Barack Obama. Puis là, c'est comme si ton Google Images que tu as sur ton écran d'ordinateur, quand tu cliques sur Images, puis que là, tu fouilles là-dedans, là, ça apparaissait, puis il y avait une petite surface sur le côté, puis là, tu pouvais scroller, choisir une photo, l'envoyer à quelqu'un. Ah ouais. Extraordinaire. C'est fou. Tu pouvais être sur ton GPS, marcher dans la rue et voir la rue, là, tu sais, comme tu marches, puis là, tu vois qu'il y a tel commerce là, que telle rue s'en vient. Tu pouvais envoyer un email, prendre une photo. Envoyer un email? Oui, oui, oui. Comment t'écris ton email là, dans tes yeux? Ben, tu scrolls, tu vas dans tes emails, tu peux dicter le courriel puis l'envoyer. Ouais. Tu pouvais... non, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une des applications, c'était qu'il y avait la reconnaissance faciale. Et là, ça a fait complètement freaker tout le monde parce que là, c'est que si tu te promènes avec ça, déjà, les gens savaient pas si tu étais en train de filmer ou prendre une photo. Moi, je le voyais, je trouve que ça apparaissait parce qu'il y a une petite lumière qui allumait, mais ça pouvait être déstabilisant pour les gens. Je comprends. Parce que, tu sais, si tu as ton téléphone puis tu regardes quelqu'un comme ça, ça peut paraître. T'sais, aussitôt que tu as un téléphone pointé vers toi, tu fais comme tu es en train de me prendre en photo. Ouais, t'sais. c'est ça, tu réalises. Mais là, tu sais, c'était juste comme clic. Ah ouais, hein? Oh mon Dieu. Ouais. C'est quand même une affaire d'espion, là, cette affaire-là. ouais, mais vraiment, vraiment cool. Et finalement, ils ont dit, ben on va le déconnecter, désamorcer cette possibilité de reconnaissance faciale. Mais c'est comme si le mal avait été fait. Mais imagine ça, c'est en 2013, là, ça fait 12 ans de ça. Là.
Et ça est comme le projet était tué dans l'œuf. Mais moi, j'ai adoré faire des tests. J'ai filmé des choses, j'ai fait des entrevues avec ça. J'ai tourné des vidéos avec ça. J'ai fait du montage avec ça. Tu peux conduire puis filmer en conduisant. Ouais. C'est pas dangereux parce que c'est juste déposé comme ça, le petit cube qui est là. Puis, puis là, super HD, super qualité d'image, incroyable. Ah, wow! Puis j'avais fait, quand Serge Fiori a sorti son album Le Monde est virtuel, je suis allée chez lui faire l'entrevue avec ça. Ah ouais? Puis là, il regardait, t'es comme « Ah, c'est pété! » C'est sûr. Ben oui, parce que j'étais juste assise en face de lui comme ça, puis ça enregistrait. C'est quand même hot, puis, là, la technologie. c'était direct dans les yeux, il n'y avait pas d'intermédiaire, direct dans les yeux, et le son était excellent, puis tout. Tabarouette. Ouais. Et ça, je l'avais fait pour La Presse Plus. J'ai fait des segments, des capsules pour La Presse Plus. Quand ça a commencé sur l'application iPad, j'expliquais des phénomènes culturels. Donc, tu vois, ça, c'était un autre médium. C'était sur l'iPad directement. Il y en a énormément de médiums auxquels tu as touché. C'est quand même fou, hein? J'aime vraiment ça. J'aime ça. J'aime les essayer, les découvrir, puis m'en servir, voir de quelle façon je peux créer du contenu à travers ça. C'est vraiment le fun. C'est bien d'utiliser justement les forces qu'on a. Mais avant de faire l'entrevue, on se parlait un peu, puis tu m'avais dit qu'il y a une phrase qui résonnait beaucoup, puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu quand même avant la fin de l'entrevue. Tu as dit on devient toujours ce que l'on est. On devient ce qu'on a toujours été. On devient toujours ce qu'on... Oui, on devient ce qu'on a toujours été. Oui, c'est ça. On devient ce qu'on a toujours été. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette phrase-là? Bien, c'est comme si tout ce que je fais aujourd'hui, c'était déjà en moi quand j'étais petite. C'est-à-dire que quand j'étais petite, mon père m'avait fait une discothèque dans le sous-sol. Donc, il avait tiré un grand rideau de velours noir pour séparer la partie où il y avait son établi. Donc, moi, je pouvais entrer dans une pièce entourée de rideaux noirs sur lequel il y avait accroché des papiers miroirs. J'avais mon tourne-disque, vraiment avec le globe en fibre de verre. Puis après l'école, mes petites copines venaient à la maison, puis c'était moi qui étais en charge d'aller tout le temps acheter des 45 tours avec mon argent de poche. Puis là, j'allais au magasin acheter des 45 tours. Puis là, je disais à mes amis... Bon, ça, c'est Blondie, ça s'appelle Heart of Glass, vous allez aimer ça. Puis là, je le mettais. Elle était déjà DJ à l'époque. Fait que j'étais DJ, déjà, mais aussi, je faisais découvrir de la musique. Wow. J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais cette pièce que tu décris, on dirait que c'est... Bien là, c'est un peu plus lumineux ici. Puis il y avait le boule disco. C'est ça, j'ai l'impression que le boule disco, le côté rétro... On danse ici. J'ai l'impression qu'on vit ça ici aussi. Ben oui, moi, je me suis recréée comme une discothèque. Là, les gens ne voient pas parce qu'ils voient la porte. Mais il y a un drum, il y a 2 guitares, il y a un piano, il y a une boule disco, il y a de la musique en masse. Et c'est ici que, quand les amis viennent, on fait la fête. On part la boule disco, met de la musique, puis on danse. Ben oui, comme à l'époque. Comme à l'époque, t'as pas besoin d'aller dans une discothèque pour que ce soit une fête, tu sais. Donc, j'étais déjà DJ. J'étais déjà, comment on dit, curator. J'aimais faire découvrir de la musique. Ensuite, dans le garage, mon frère, qui est musicien, avait son groupe, il répétait dans le garage. OK. Donc, il y avait déjà plein de musiciens dans le garage tout le temps. Puis, après l'école, après avoir dansé, nous, on attendait, là, puis on avait un garage en pente comme ça. Puis là, tous les amis du quartier, on s'assoyait dans la pente là, du stationnement. Puis on attendait que la porte de garage ouvre. Puis là, la porte de garage, puis on entendait de la musique derrière. Puis là, à un moment donné, la porte de garage levait. Puis là, t'as 4 gars qui s'avançaient avec leurs cheveux longs, puis il y a bien de la boucane, puis là, ça partait, puis là, ils jouaient du Led Zeppelin, du Pink Floyd, tout ça. Wow, des concerts privés du garage. De rock'n'roll. Puis toutes mes petites copines tripaient sur mon frère, qui ressemblait à Jim Morrison. Tu sais, les copines arrivaient chez moi, elles étaient là, est-ce qu'Éric est là? J'étais là, mais oui, Éric est là. Je sais que tu viens chez nous voir mon frère, je sais. Puis moi, j'ai passé bien du temps dans le garage avec mon frère, ses amis, assis sur un ampli ou un speaker à parler, poser des questions. J'étais déjà VJ. C'est ça, hein? Je posais déjà des questions à des musiciens.
Comment ça marche? Comment tu accordes ta guitare? Mais c'est quoi l'effet avec cette pédale-là? Ouais, c'est que tu as baigné là-dedans. J'ai vraiment baigné là-dedans forgé, à la maison. Ouais. Puis, par rapport à la mode, bien, ma mère était mannequin tout au long des années 70. Et puis, elle me traînait avec elle. Fait que dans les studios de photos, fait que je la voyais faire des défilés de mode. Ma mère défilait, elle était enceinte de moi. Fait qu'elle était enceinte de moi, puis elle marchait sur des catwalks. Fait qu'avant même d'avoir fait tes premiers pas, t'étais sur des planches de défilé. Ben oui, puis ma mère, des fois, elle m'obtenait des contrats de mannequin. Fait que j'ai plein de photos de moi à l'âge de 5 ans, 6 ans, en train de faire des petites poses avec mes petites lulus. Puis, fait que j'ai commencé dans la mode à l'âge de 5-6 ans. Donc, c'est comme si je suis devenue ce que j'ai toujours été. Ouais. T'sais? Puis mon père voyageait beaucoup. Il y avait beaucoup d'entraînements militaires. Pour toutes sortes de raisons, il voyageait beaucoup. Puis je recevais des cartes postales, puis ça me faisait rêver. Puis, tu sais, je pense que le goût du voyage et de l'aventure, ça me vient de mon père. De ma mère aussi, qui a voyagé beaucoup en Asie, en Europe. Si elle a été mannequin aussi, j'imagine qu'elle a dû voyager. Non, pas nécessairement par ce métier-là, mais par amour du voyage, puis de l'histoire, puis de la découverte, puis tout ça. Fait que c'est sûr que mon goût du voyage vient de mes parents. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis quand on y réfléchit, on se rend compte que ça part de l'enfance. Bien, tout est dans souvent. Tout, hein? C'est fou. Oui. Je sais pas si tu peux le remarquer pour toi, là. Bien, tu t'en parlais, on dirait que j'essayais de voir, mais... Mais il y a des intérêts qui remontent à loin. Mais en fait, tout ça remonte à très, très jeune. Mais est-ce que j'ai baigné là-dedans? Dans ma famille, non. Je suis vraiment comme à l'opposé de toute ma famille par rapport à ce métier-là, là, tu sais, les arts, là, qui sont plus dans le concret puis dans les métiers plus... Mais sinon, tu sais, ton désir de rencontrer les autres, de découvrir les autres. Peut-être. On était toujours. C'est vrai longtemps. que dans la famille, on a toujours été très placoteux. Tu sais, dans l'intérêt, dans le OK, comment ça va. Tu sais, il y a eu beaucoup ça. Puis d'ailleurs, Audrey dans l'entrée vient d'une pensée, parce que moi, quand je vais chez mes parents, on parle beaucoup, on parle, genre à table, puis tout ça. Et à un moment donné, il vient le temps de quitter. Et là, les jasettes les plus longues, puis les plus importantes, « Ah oui, je devais te dire ça, c'est dans l'entrée. » Et c'est comme ça que j'ai fait, « Ah, mais pourquoi pas en faire, justement, une émission avec des personnalités qui... C'est une très bonne idée. Fait que voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient de... Ben oui. Regarde, tu me fais réaliser des choses, Geneviève. Ouais. C'est quand il y a des choses qui sont ancrées en nous depuis tellement longtemps, puis qui ressortent à un moment donné. Et aussi, tout au long de notre vie, on vit différentes expériences, puis tout sert. Ouais. Tout sert. Puis des fois, tu vas dire, ouais, mais là, j'ai fait ça, c'est un petit peu dans un autre univers. Non, ça va te servir. Tout sert. Tout à fait. Ouais. Vraiment, moi, j'y crois. On le voit avec le temps. Ouais. En terminant, j'aimerais savoir pour toi, où s'en va les médias? Vers quoi on tend? Ben, tu sais, si on regarde un film comme Minority Report, qui est un de mes films préférés, est-ce qu'on va pouvoir avoir devant nous un hologramme ou une image, tu sais, facilement? Est-ce que nos pensées, on va pouvoir les transmettre? Si je te disais, attends, moi, je te transporte dans ma discothèque quand j'avais 10 ans. Ce serait fou, Puis que là, mon imagination, je réussis à la... devant toi. Puis que là, tu me verrais danser avec mes petites copines. Ça serait fascinant, parce que c'est ça, dans Minority Report, le personnage de Tom Cruise, il revoit sa petite fille, puis puis il est capable de projeter ça devant lui. Il semble que bientôt, incessamment, on n'aura plus besoin de téléphone, parce qu'on va pouvoir tout recréer devant nous. Est-ce que c'est un hologramme? Est-ce que c'est de la réalité augmentée? Est-ce que tu penses qu'avec ça, ça va faire en sorte que la télé ne va plus exister? Si on est capable de faire si ça. la télé est c'est que dans le fond, de plus en plus, on parle d'écran et de contenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, puis on parle souvent des jeunes là, qui ne s'intéressent pas à la télé conventionnelle, mais c'est comme si ça n'a plus d'importance. La série, est-ce qu'elle est passée à la télé en premier ou sur le web? C'est une série qui est bonne. Est-ce qu'elle est bonne? Oui.
Bien, c'est pas important si elle est née sur le web ou à la télé. Et des fois, ça s'inverse, c'est-à-dire que ça passe déjà... On le voit souvent, une super série va naître sur Tout.tv ou sur Crave et va être diffusée éventuellement à Radio-Canada ou à Nouveau. Et c'est la même qualité. Contrairement au début, c'est comme, c'est une petite web-série, c'est comme, c'est une petite affaire. Mais là, tu regardes Empathie sur Crave, c'est wow! Et ils peuvent décider de la jouer sur Nouveau ou de la vendre à un autre diffuseur télé. Donc, dans le fond, ça n'a plus tant d'importance où est né le contenu. Comme par exemple, j'ai fait une série avec Robert Lepage pour Radio-Canada. Ça a duré un été. Ça s'appelle 2 hémisphères. Puis on parle de nos expériences en voyage, des phénomènes culturels et sociaux qu'on a observés. Puis des thématiques, l'amour, la beauté, la mort, les transports, la gastronomie. Donc, ça a joué pendant un été et un épisode par semaine. Et rapidement, ça s'est tout de suite retrouvé sur audio. Bien, il y a des gens, et ça, c'était en 2021 ou 2022, mais il y a des gens qui découvrent cette série-là maintenant et qui me disent « Hey, je suis en train d'écouter ton balado avec Robert Lepage. » Puis là, on est en 2025. Puis je fais « Ah oui, OK. » Je dis pas « Oui, mais c'était une émission de radio, puis là, ils l'ont mis sur audio. » C'est pas important. Si quelqu'un considère que c'est un balado, ça aurait pu naître sous la forme d'un balado et éventuellement être diffusé à la radio. Ça s'est adapté comme c'est du contenu. Est-ce que le contenu est bon? C'est pas grave où est-ce qu'il est né et où il atterrit. Tant que le contenu soit bon et pertinent. Tant que le contenu est bon et pertinent. Puis c'est à ça qu'on assiste en ce moment. Donc, cette espèce de fusion entre tous les écrans. Et il y a plein de gens qui se sont désabonnés du câble, mais qui ont une immense télé et qui regardent plein de choses. Fait qu'ils regardent encore la télé. C'est juste que la source peut être Crave ou Netflix ou Illico Plus ou... C'est des abonnements à des sites de diffusion en continu. Donc, voilà. Et donc, est-ce que l'écran physique va toujours exister ou bien si on va avoir droit à une toile ou à un hologramme ou à une réalité augmentée? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une évolution technique. Mais ce besoin de regarder quelque chose et de se faire raconter des histoires, il persiste. Mais c'est peut-être juste la façon qui va changer et qui arrête pas de changer. Mais c'est une très belle façon de voir les choses, puis je suis totalement d'accord avec toi. Puis merci vraiment d'avoir partagé cette vision-là, parce que malgré l'évolution des médias, on peut voir avec toi que la passion puis le désir de raconter est intemporel, oui. Donc, oui, c'est intemporel, c'est intact, exactement, peu importe le médium. C'est ce que tu as à dire et à montrer qui compte. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Audrey! Si vous avez aimé l'entrevue, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Bye-bye! Bye!